sur une thyroïdite ancienne qui aurait fait cet aspect échographique qui apportait ce diagnostic de suspect. Qu'en pensez-vous? Oui, justement. Alors justement, non, parmi les causes favorisantes du cancer de la thyroïde, c'est la thyroïdite Hashimoto. Parce qu'on voit un petit peu une certaine variété, je pense, on considère, je pense, ça peut disons, favoriser le cancer. Mais là, justement, lorsqu'on reçoit un compte rendu, moi il m'arrive un petit peu de recevoir des comptes rendus, c'est un 4A ou 4B, vous savez, entre le 4A et le 4B, 4A risque 6,5. Et le 4B, c'est 69%, 70%. Donc c'est important. Alors il m'arrive de temps en temps, lorsque je vois une échographie 4B, je refais l'échographie et c'est un autre grade et le 4A. Alors qui croit, justement. Donc là, c'est important. Mais je pense que, quoi que l'on dise, si par exemple, même si c'est 4A ou 4B, mais si ça dépasse 2 cm, il faut fonctionner. Si c'est un nodule qui dépasse 2 cm, même s'il soit 2 ou 3, il faut le fonctionner, comme on l'a dit. Et chez cette patiente, elle a le droit de faire justement ça, soit d'une manière dans le cours évolutif de la vie, soit parce que justement il a une thyroïdite Hashimoto. Et là, je pense qu'il faut faire une cytoponction thyroïdienne. Une question, Dr. Allash. Merci, monsieur le doyen, monsieur le professeur, de cet exposé qui est clair. Je reviens au problème de la cytoponction, ici au Maroc. Concernant la fiabilité, est-ce que toutes les cytoponctions sont fiables? Malheureusement pas. Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens qui font l'analyse de... Ouais. Non. Pour la NAPAT, je pense que lorsqu'on est des médecins, on est des scientifiques, lorsqu'on traite un patient, c'est sur un certain nombre d'arsenal d'exploration clinique et paraclinique. Et aussi en matière de thyroïdologie, la vie du patient est importante. D'accord? Il y a certains patients qui nous poussent à l'intervention. Il y a d'autres qui ont peur d'intervention, il faut les tranquilliser. Et tout ça, je vous dis, derrière tout ça, il faut savoir que la majorité des cancers de la thyroïde sont des cancers, j'allais dire, je peux me permettre, quasiment bénins. D'ailleurs, l'ATA, l'American Thyroid Association cette année, elle a même proposé une autre classification des cancers de la thyroïde. Elle propose que le microcarcinome papillaire soit considéré comme bénin. D'accord? Tellement on a cette possibilité. Ça d'une part. D'autre part, la cytoponction en elle-même, à l'iguifine, est un geste très simple, pourvu qu'il y ait des gens qui la font d'une manière répétitive et fréquente. Je parle de la lecture, mais bon, le test de cytoponction. La lecture, effectivement, la lecture. Je pense que plus on fait de cytoponction thyroïdienne, plus celui qui l'a fait va s'entraîner, et puis plus le cytologiste va s'entraîner à le faire, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut l'adresser à un spécialiste d'anapathie thyroïdienne, parce qu'on a des anapathes, mais c'est une question d'expérience. Après votre expérience, est-ce qu'il y a des médecins ou quelque chose comme ça à recommander, ou bien des laboratoires pour à Casa ou bien à c'est pas pour faire la publicité, mais alors tout ce que je sais, bon, à Rabat, il y a 2 ou 3 radiologues qui la font. Mais lorsque le nodule dépasse 2 cm, il est palpable, on n'a pas besoin pratiquement de la faire sur l'échographie. Le médecin lui-même peut la faire s'il a l'expérience, ou le cytologiste. Mais ce dont je suis un petit peu, malheureusement, un petit peu inquiet, c'est que au privé, par exemple, ils la font à 2000 dirhams, la cytoponction est conquitée, et ce n'est pas malheureusement remboursé, et c'est un petit peu gênant pour certains patients. merci. Merci, professeur Chalabi. On va céder la place au chauviniste, docteur Zala pour. Professeur Chalabi, merci, docteur Fichildon, de la présentation.
Avant de filer la parole au docteur Bentelha pour modérer la table de la conférence du professeur Denis, je voudrais vous rappeler qu'il y a un site web sur lequel tous les exposés vont être mis, Inch'Allah, dès qu'on arrive sur Casablanca. C'est www.amcc.ma. Merci Monsieur le Président. Sincèrement, c'est un honneur pour moi de siéger en qualité de modérateur pour cette session de cardiologie. Je tiens à vous féliciter personnellement pour l'excellente réussite de cette première journée. Alors, cette matinée, donc, on a pris un petit peu de retard, donc on va essayer de faire vite. On va enchaîner les deux conférences du professeur Denis, que tout le monde connaît. Le professeur Denis, professeur de cardiologie, enseignant à l'université Hassan II, la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, président de la Société marocaine de cardiologie, initiateur de Cœur et Sport, et qui va nous traiter un sujet sur la prise en charge de l'hypertension artérielle à la lumière des dernières recommandations. Et puis la deuxième conférence qui s'intitulera sur les statines en 2016. Où sommes-nous, surtout après la polémique d'utilisation des statines, mythe ou réalité. Je remercie le professeur Nice d'avoir répondu présent pour pouvoir animer ces journées. Et la parole est à vous, mon cher. Merci à tous. Merci à Monsieur le Président de m'avoir invité aimablement. Et tout d'abord, joyeux anniversaire à Soufiane. J'ai vu grandir, voilà. Et donc beaucoup de bonheur et de joie pour lui et pour vous tous en cette année qui arrive et beaucoup de belles choses. Alors, deux thèmes qui vont confluer l'un vers l'autre. On va parler plutôt de matinée de risque cardiovasculaire. Alors, le premier, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension est un problème de santé cardiovasculaire majeur. Vous avez devant vous des diagrammes qui montrent qu'on a un adulte sur deux dans le monde qui est hypertendu, qu'on a à peu près 1 milliard de personnes qui atteignent l'hypertension, et on va être 1,6 milliard en 2025, et c'est un des tout premiers facteurs qui entraîne la mortalité. Et donc ça augmente de façon dramatique le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale. Et un des premiers messages à retenir, c'est la notion de tiers. C'est que dans le monde, le tiers de personnes n'est pas traité. Le tiers est traité et contrôlé, et le tiers est traité mais non contrôlé. Donc à peu près, on a 60% de personnes qui échappent à tout contrôle thérapeutique et bien entendu qui ont un risque majeur de complications d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale. Alors le plus souvent, cette hypertension n'est pas isolée et s'associe à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. En général, on a le complexe métabolique, dyslipidémie et diabète. Il y a à peu près, vous savez que dans la population des hypertendus, 65% ont de la dyslipidémie, et on reviendra là-dessus, 16% ont du diabète, et 45% sont en surpoids. Si on prend la population dyslipidémique, 48% ont de l'hypertension, pratiquement la moitié. Et comme vous vous intéressez beaucoup au diabète, on a sur la population des diabétiques type 2, 60%, plus de 2 tiers des personnes ont de l'hypertension, ont une dyslipidémie. Donc en général, les trois facteurs s'associent pour augmenter de façon dramatique le risque cardiovasculaire. Alors quel est le profil de la tension artérielle? C'est une première astuce que je voudrais vous passer. C'est que quand on est âgé, on fait essentiellement de l'hypertension artérielle systolique par augmentation de rigidité vasculaire. Et donc plus l'âge avance, plus la pression systolique va monter et la pression diastolique va baisser de telle façon que le profil d'un hypertendu âgé plus de 60 ans, disons une personne âgée c'est plus de aujourd'hui 80 ans, c'est une systolique élevée, une diastolique basse. Inversement, quand on a un sujet jeune, la quarantaine, c'est la diastolique qui est élevée. Et c'est une astuce chez le sujet jeune pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a juste une blouse blanche ou un réel hypertendu. Si c'est une blouse blanche, vous allez trouver par exemple une tension systolique et qui va diminuer avec le temps. Mais d'emblée, si vous avez un jeune qui a une diastolique élevée, en général c'est un hypertendu. Donc un jeune
c'est l'hypertension diastolique, et un AG, c'est essentiellement l'hypertension systolique. Alors, du point de vue physiopathologique, on a 3 modèles en général. Alors, on a 3 systèmes qui vont participer à faire développer l'hypertension. Un, bien entendu, la rétention des grosses sodés. Donc, c'est essentiellement les personnes plutôt de race noire, ou c'est parfois génétique dans certaines populations qui consomment énormément de sel. Deuxième profil, c'est l'hypertension vasculaire. C'est essentiellement par augmentation de rigidité vasculaire, c'est les personnes âgées. Et troisièmement, la stimulation du système rénine-angiotensin aldostérone, essentiellement, c'est les personnes en syndrome métabolique, en syndrome prédiabétique et chez les diabétiques. Les diabétiques stimulent très rapidement le système rénine-angiotensin aldostérone. Et vous avez, bien entendu, une participation des 3 facteurs dans l'hypertension. Et donc, en général, vous trouvez 3 profils de personnes. Voilà. Et donc, pourquoi je vous en parle? Parce que ça a un impact direct sur le traitement. Donc, si vous avez des personnes qui sont diabétiques ou prémétaboliques, qui sont surpoids, qui ont un indice masse corporelle élevé, qui sont en insulino-résistance, c'est essentiellement des personnes qui vont stimuler fortement le système rénine-angiotensin aldostérone. Et donc, les IEC ou les ARA2 ont une place importante. Par contre, quand vous avez des personnes qui sont plutôt de race noire, ce sont plutôt des personnes qui vont être à rénine basse, qui vont retenir plus le sel et qui vont mieux répondre aux diurétiques. Si vous avez des personnes âgées, c'est plutôt des hypertensions vasculaires et qui vont bien répondre aux inhibiteurs calciques. Alors, la physiopathologie de l'hypertension est très complexe et je pense que ceux qui connaissent bien la physiopathologie de l'hypertension, en fait, connaissent toute la médecine, parce qu'elle fait intervenir un certain nombre de facteurs qui vont faire évoluer les personnes vers l'hypertension. Alors tout d'abord, il y a des mécanismes, bien entendu, vasculaires qui vont se développer, qui vont aboutir à l'augmentation, bien sûr, de la résistance vasculaire. Alors il y a des mécanismes endocriniens qui vont donc avoir comme conséquence l'augmentation de l'aldostérone, l'augmentation de l'insuline, on en parlait d'augmentation des hormones thyroïdiennes, d'augmentation d'œstrogènes. On a les anomalies neurologiques, cérébrales, avec l'augmentation de tout ce qui est hormones sympathiques, de la vasopressine. Au niveau cardiaque aussi, ça participe au développement à l'hypertension, parce qu'on a une diminution de la sécrétion des facteurs peptides natriurétiques. Au niveau général, on a une inflammation qui se met en place. Au niveau vasculaire, une augmentation de tous les produits vasoconstricteurs, par exemple tout ce qui est endothéline, diminution du monoxyde d'azote, et tout cela va aboutir à une altération, bien entendu, rénale, qui reste un élément central de développement de l'hypertension, et qui aura comme conséquence deux choses importantes: la stimulation du système rénine-angiotensin aldostérone, avec libération d'angiotensine 2, qui va augmenter de façon importante, bien entendu, les résistances vasculaires et qui vont augmenter la post-charge, et bien entendu, une plus grande rétention de sel, ce qui va entraîner une augmentation de la volémie, et tout ça va faire évoluer les personnes vers l'hypertension artérielle. Alors, tout cela est intéressant parce que ça va avoir des conséquences thérapeutiques. Aujourd'hui, on connaît la cascade classique du système rénine-angiotensin et on peut le bloquer à différents niveaux. Par exemple, on peut bloquer au niveau de la rénine par les antirénines, même si les études aujourd'hui ont relégué ce produit, donc bien entendu, au 5e plan, 6e plan. Les IEC, les ARA2 qui vont soit inhiber l'enzyme de conversion, soit inhiber l'angiotensin 2, et aussi, bien sûr, n'oubliez pas les anti-aldostéroniens qui vont être un recours thérapeutique dans les hypertensions, bien entendu, résistantes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Comment on devient hypertendu après tous ces mécanismes qu'on a vus? Alors, vous savez que quand on voit l'évolution de la tension avec l'âge, on voit que la pression systolique va monter avec l'âge, que ce soit pour les hommes et les femmes, l'augmentation de la pression systolique, et vous avez la diminution de la pression diastolique. Donc c'est ça le problème, c'est essentiellement par augmentation de rigidité vasculaire. Alors qu'est-ce qui arrive? Parce que si on va voir l'aorte, qui est le plus grand vaisseau qui est devant le ventricule gauche, l'aorte est en général un vaisseau très élastique et qui va prendre l'énergie en systole et la restituer en diastole. Parce que quand on est jeune, on a une aorte qui est élastique, parce qu'il y a plus de fibres élastiques. Et donc elle va un peu amortir cette pression du ventricule gauche pendant la systole. Avec l'âge, ou avec un certain nombre de facteurs qu'on a vus,
qui sont inflammatoires, hormonales, cette aorte, ces artères vont devenir rigides. Et par conséquent, ils vont faire opposer une plus grande résistance face au ventricule gauche. Et donc, au lieu de prendre l'énergie en systole et l'emmagasiner en diastole, ils vont, bien sûr, regardez, ils ne vont pas prendre cette énergie. Et rapidement, cette énergie va revenir sur elle-même. Et par conséquent, la pression centrale va monter. Et la pression, force que le cœur exerce sur la paroi des vaisseaux va devenir importante. Et cela va, bien sûr, entraîner un plus grand travail du ventricule gauche. Le ventricule gauche va se fatiguer, hypertrophie ventriculaire gauche. Le sang va être obligé de passer à travers une pression plus forte. Donc les vaisseaux vont s'altérer, le cœur va s'altérer, les reins vont s'altérer, et bien entendu le cerveau va s'altérer. Et tout cela va aboutir à des complications majeures. Alors qu'est-ce qui a changé dans l'évolution de l'hypertension? C'est un peu les complications. Alors dans les années 60, on avait les complications majeures. Accident vasculaire cérébral, mort précoce, ischémie myocardique. Mais tout ça a changé parce que nous traitons de mieux en mieux l'hypertension. Nous avons mieux compris comment la traiter. Et aujourd'hui, il y a des développements de nouvelles pathologies. Par exemple, la fibrillation auriculaire, qui est une arythmie fréquente chez les hypertendus. Par exemple, les insuffisances rénales qui vont se développer, qui vont aboutir, bien entendu, à la dialyse. L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, parce qu'on a un ventricule qui s'est hypertrophié et qui ne se remplit pas de façon adéquate. On a une altération, une insuffisance cardiaque. Et on sait aujourd'hui que les hypertendus dyslipidémiques vont développer plus de démence et plus d'altérations neurologiques et plus d'Alzheimer chez les hypertendus. Donc voilà un peu des pistes intéressantes sur lesquelles on travaille actuellement. Donc comme je vous ai bien expliqué, cette augmentation de la résistance artérielle va entraîner une augmentation de la pression systolique, va augmenter une augmentation de la charge développée par le ventricule gauche. Il va y avoir un remodelage, bien entendu, cardiaque, ce qui va augmenter le stress myocardique. Ce stress myocardique va entraîner, bien sûr, un prolongement de la systole, une réduction de la diastole, une altération de la perfusion myocardique, une altération vasculaire, des épisodes d'ischémie myocardique, ce qui va participer à faire évoluer les hypertendus non traités vers l'insuffisance cardiaque. Et bien entendu, en même temps, ces altérations de résistance vasculaire, de rigidité, d'altération de sécrétion de monoxyde d'azote, d'augmentation de vasoconstrictine, de vasopressine, d'endothéline, vont bien sûr altérer la microcirculation partout, cérébrale, rénale, et donc on va aboutir à plus d'accidents vasculaires, plus de démence, plus de dégénérescence maculaire et plus d'insuffisance rénale. Donc, il y a un vrai continuum. C'est un peu l'histoire de nous-mêmes, c'est l'histoire de notre vie. Quand on est jeune, on est asymptomatique, on n'a pas de facteur de risque. Mais quand on évolue progressivement, on va gagner du poids, on va être en insulino-résistance.